Est-ce que tu connais Marianne Diamond? Elle est plus connue comme étant la femme qui a disséqué le cerveau d'Einstein, mais elle est quand même bien plus que ça. Elle est peut-être pas très connue pour le commun des mortels, mais pour les scientifiques et étudiants en sciences, c'est une véritable star. Laisse-moi te raconter son histoire passionnante, mais tout d'abord, ici ça va parler de cerveau, donc si t'es pas à l'aise avec ça, bah je suis désolé par avance, parce qu'il risque d'y avoir des photos. C'est parti! It is the most magnificent structure on this earth. A full human brain that you can hold in one hand. Nothing can compare with it. Marianne Diamond naît le 11 novembre 1926 à Glendale, en Californie. Elle est la fille d'une professeure de latin au lycée de Berkeley et d'un docteur de l'hôpital du comté de Los Angeles. Elle naît donc dans une famille propice aux études. À l'âge de 15 ans, alors qu'elle est en train de suivre son père dans les couloirs de l'hôpital où il travaille, elle aperçoit à travers une porte entrouverte une scène qui va changer sa vie à tout jamais. 4 hommes se tiennent autour d'une table et sur cette table se situe un bocal contenant un cerveau. À ce moment-là, elle a aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire, mais elle n'arrive pas à s'empêcher de fixer l'organe qui repose dans son liquide. La première chose qu'elle se dit en voyant ça, c'est ces cellules peuvent faire des idées. Those cells can produce ideas. Have you ever thought how a cell could produce an idea? This is who you really are. Take away the brain, you take away the person. Et perso, je trouve ça passionnant de se dire que tout ce qu'on est, tout ce qu'on représente ne repose que sur ce petit truc qui tient dans une main. C'est exactement la pensée qu'a émis son cerveau à ce moment-là, qui a marqué un tournant dans sa vie et qui sera littéralement le fil rouge de son histoire. Impressionnée par la complexité du cerveau, elle décide de rejoindre l'université de Berkeley, où elle obtient son diplôme en biologie à l'âge de 21 ans. Elle continuera sur un doctorat et deviendra la première femme diplômée d'anatomie dans l'histoire de l'université. T'imagines l'exploit? Dis-toi que dans sa promo, il y avait 100 hommes pour 5 femmes. C'est quand même un peu plus déséquilibré qu'aujourd'hui. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle va se lancer à fond dans ce qui l'intéresse vraiment, l'étude du cerveau humain. Vers la fin des années 1950, elle découvre une expérience qui va lui donner une idée. Je te préviens, c'est un sujet qui peut être assez complexe, donc je vais essayer de simplifier au maximum. En gros, dans cette expérience, les chercheurs ont placé des rats dans un labyrinthe, et leur mission était de trouver la sortie. Ils ont ensuite analysé le cerveau de ces rats, et ont remarqué que les niveaux d'acétylcholinestérase étaient plus élevés que chez les autres rats. C'est quoi ce truc? En fait, c'est une sorte de messager chimique qui permet la communication entre les neurones. Ce qui voudrait dire que le cerveau des rats qui ont dû se déplacer dans le labyrinthe aurait des neurones qui communiquent plus facilement entre eux. Sauf qu'à cette époque, il y avait une idée reçue. On pensait que le cerveau était un organe qui ne pouvait pas changer une fois à l'âge adulte. En gros, tu nais avec ton cerveau, mais une fois que t'es grand, il évolue plus. Donc il partait du principe qu'il était génétiquement prédéterminé. Mais petit à petit, Marianne commence à penser autrement. Et si notre cerveau changeait tout au cours de notre vie, en fonction de nos expériences et de nos interactions? Pour toi, ça te paraît peut-être logique, mais à l'époque, tout le monde ne pensait pas comme ça. Pour en être sûr, elle contacte l'un des chercheurs dont je t'ai parlé à l'instant. L'un de ceux qui ont fait l'expérience avec les rats. Elle monte avec lui une petite équipe qui à elle seule va révolutionner la neurologie. Rien que ça. Le but ici est de comprendre si l'environnement impacte bel et bien l'anatomie du cerveau. Pour mener à bien cette étude, ils vont se tourner une fois encore vers des rats. Oui bon, le bien-être animal c'était pas la priorité à l'époque. Et pour certains, ça l'est toujours pas. Mais bref, en gros, ils vont faire 3 groupes de rats mâles issus de la même lignée. C'est important parce que ça permet d'éviter qu'ils soient trop différents génétiquement. Le premier rat est placé dans une cage avec d'autres rongeurs, il peut interagir avec les autres et même jouer avec une échelle et une roue. C'est un pur régal. Et on va appeler cet environnement l'environnement enrichi. Le deuxième rat, lui, il a pas autant de chance. On va le placer dans un environnement pauvre où il est tout seul et n'a rien dans sa cage pour passer le temps. Et le troisième rat, lui, est avec d'autres rats, mais ils n'ont pas de jouets pour les stimuler. Les rongeurs vont rester comme ça pendant 80 jours. À la fin de cette période, le cerveau des rats est analysé au microscope et à ton avis, ça donne quoi? Je vais te le dire, le résultat est sans appel. Le cortex des rats qui viennent de l'environnement enrichi est 6% plus épais que ceux qui étaient tout seuls. Et leur ratio de cellules gliales est plus important. C'est quoi une cellule gliale, Jamie? Eh ben c'est des cellules qui jouent un rôle primordial pour soutenir et protéger les neurones. Par exemple, elles participent à les alimenter en nutriments et en oxygène. Elles permettent aussi de les isoler et d'accélérer la transmission des signaux électriques. Mais c'est pas tout. Elles jouent aussi un rôle dans le nettoyage des déchets et participent à la protection du cerveau contre les infections et les dommages. Bref, autant te dire qu'elles sont hyper importantes et elles participent à garder le cerveau en bonne santé. Mais revenons-en à nos moutons. Ces résultats issus de l'étude du cerveau des rats prouvent pour la première fois l'existence de la neuroplasticité. C'est-à-dire que les neurones évoluent tout au long de la vie
et peuvent être influencés par l'environnement qui nous entoure. Mais ça permet aussi de mettre en évidence l'importance alors inconnue des cellules gliales dans l'apprentissage. Autant te dire que c'est une avancée énorme. Après la publication de son étude dans la revue Science, qui a bousculé les croyances de l'époque, Marianne doit se heurter à encore beaucoup de préjugés. Mais en 1984, va arriver un autre événement qui va accentuer sa renommée. Son bureau de Berkeley devient le refuge d'un récipient au contenu plutôt insolite. Elle obtient un bocal de mayonnaise contenant 4 fragments du cerveau d'Albert Einstein. Rien que ça. Mais attends, c'est pas normal ça. Einstein avait ordonné avant sa mort qu'on brûle son corps et qu'on répande ses cendres en secret car il ne voulait pas être idolâtré. Alors comment ça se fait qu'elle se retrouve avec son cerveau? En fait, c'est un certain Thomas Harvey qui était en charge de l'autopsie du défunt. Ce que veut Einstein, c'est bien, mais c'est pas ce qui intéresse Harvey. Il extrait donc tout ce qu'il peut de son corps. Que ce soit ses organes, ses yeux qu'il envoie d'ailleurs à l'ophtalmo d'Einstein et son cerveau qu'il conserve chez lui. Le mec a clairement fait son marché. Il a ensuite envoyé le corps à l'incinérateur, mais bon, pas folle la guêpe, son vol est rapidement remarqué et il se fait virer de l'hôpital. Bon, perso, je trouve ça léger pour du trafic d'organes, mais bon, ça a permis de faire avancer la science, donc pourquoi pas. C'est pas trop ce qu'a pensé la famille d'Einstein, d'ailleurs, qui a vu ça comme un sacrilège, mais finalement, le fils du scientifique a accepté à contre-cœur qu'Harvey conserve le cerveau. J'avoue que je saurais pas trop quoi penser à la place du fils. Mais bref, Thomas Harvey se dépêche donc de le découper en 240 petits morceaux qu'il envoie à des scientifiques à travers le monde. Sauf qu'en dehors de quelques endroits, la majorité du cerveau va rester dans des boîtes chez Harvey pendant 40 ans. Tout ça pour ça, hein. Marianne devient donc l'heureuse détentrice de l'un de ces fragments qu'elle va s'empresser d'analyser. Elle se concentre sur les cortex préfrontales et d'autres parties du cerveau qu'elle va ensuite comparer avec les mêmes régions prélevées sur 11 autres cerveaux masculins. Que révèle donc cette dissection? Pour faire assez simple, elle a constaté que certaines aires de son cerveau, dont celles impliquées dans les tâches de raisonnement mathématique et la vision dans l'espace, comportaient un plus grand nombre de cellules gliales. Tu te souviens, c'est ce qu'on disait à l'instant. Bon, en réalité, même si c'est la première à se pencher sur le cerveau du scientifique, les résultats feront quand même polémique. Déjà parce que lors de l'étude, ça faisait déjà 30 ans qu'Einstein était mort, et que ses restes flottaient dans du formol, mais aussi parce que c'était quand même compliqué de trouver d'autres cerveaux du même âge et de santé similaire. Donc la comparaison pouvait être biaisée. Après ça, de nombreux scientifiques ont eux aussi reçu des échantillons. Et aujourd'hui encore, des études sont menées pour tenter de comprendre et de décrypter ce qui rendait Einstein spécial. De nos jours, Marianne Diamond est plus connue du grand public comme la femme qui a disséqué le cerveau de l'un, si ce n'est du plus grand intellectuel du XXe siècle. Mais c'est surtout son expérience avec les rats qui l'a élevée au rang de grande scientifique du siècle dernier. Après toutes ces aventures, elle continua à enseigner à Berkeley jusqu'à 80 ans et est même devenue une star de YouTube où ses cours sont diffusés par l'université. Bref, c'est vraiment une histoire et une femme passionnante qui a marqué son siècle et grâce à qui on en sait bien plus sur le cerveau aujourd'hui. Je connaissais pas forcément cette histoire avant de faire cette vidéo, mais je me suis pris de passion pour cette femme qui mérite d'être bien plus connue. Si t'as aimé cette vidéo, pense à liker, à t'abonner et à partager, et dis-moi en commentaire si tu donnerais ton cerveau à la science. Ciao!